Face à la pénurie qui se poursuit, le gouvernement passe à l'action avec un nouveau plan d'organisation pour mieux encadrer la distribution du carburant. Nous verrons dans ce journal si cette stratégie a vraiment permis d'alléger la crise. Ce 2 novembre marque la journée internationale pour la fin de l'impunité des crimes contre les journalistes. Une journée symbolique, surtout pour le Mali, où la quête de justice reste au cœur du combat pour la liberté de la presse. La Coupe du monde masculine des moins de 17 ans s'ouvre ce lundi 3 novembre au Qatar. 10 sélections africaines figurent parmi les nations en lice pour cette nouvelle édition. Gros plan sur les représentants du continent en fin de journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans le 1945. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a présidé ce lundi 3 novembre à Bougouni la cérémonie d'inauguration officielle de la deuxième mine de lithium du Mali. Exploitée par les mines de lithium de Bougouni SA, cette nouvelle infrastructure marque une étape majeure dans la stratégie nationale de valorisation des ressources minières et des souverainetés économiques, fruit d'un partenariat entre Kodal Mining, Aynan Mining et l'État malien. Le projet représente un investissement de 65 millions de dollars pour une production annuelle estimée à 120 000 tonnes de spodumène. À terme, le Mali ambitionne d'atteindre près de 590 000 tonnes de lithium dès 2026, devenant ainsi le premier producteur africain. Ce projet, déjà pourvoyeur de 500 emplois locaux, illustre la volonté du gouvernement de faire des ressources minières un véritable moteur de développement durable et inclusif. Face à la pénurie de carburant qui persiste dans le pays, le gouvernement a mis en place un plan d'organisation visant à rendre la distribution plus fluide et équitable. Ce dispositif prévoit des stations réservées aux forces de défense et de sécurité, aux services d'urgence ainsi qu'aux véhicules de transport, tout en interdisant la vente en bidon. Mais sur le terrain, ce plan porte-t-il réellement ses fruits? Élément de réponse avec Moussa Traoré. Dans plusieurs stations-service de la capitale, la distribution du carburant se fait désormais selon un nouveau plan d'organisation instauré par les autorités. Certaines stations sont réservées aux militaires, d'autres aux véhicules d'urgence et aux véhicules de transport, tandis que les civils disposent de leurs propres points d'approvisionnement. Une mesure qui vise à fluidifier la distribution et à réduire les longues files d'attente observées ces derniers jours. Mais sur le terrain, les avis sont partagés. Certains usagers affirment que malgré cette nouvelle organisation, le problème demeure. Le carburant reste difficile à obtenir et les stations continuent d'être bondées. Bon, quel intérêt changer sur le voilà parce que depuis 9 heures. Bon, ni ambol amboto ya santa kuma do. Bon, donc on aussi dernier badona. Si dernier donné station de baraka c'est trop. Et station clé de yara mais bon full la febu kana yara la kana ansia. Barasa récent mais wo fin fo même familial ça sur le jour on bout dans ça officier on jara en civil on be yara la on fait jara mais wale wa sensi dama an se ka tasu mais nan na fene kana mais en dans sensi kemana na ouais kemorola ote bogoro dongo do eta kana wa plein de moto la en la fia am se ka clé flague au bolu wa clé sawa au bol amasulu rama mais kemana na yoro na fatola oro de beganere décourager ko bela. D'autres au contraire saluent la mesure et estiment qu'elle a permis une nette amélioration dans le déroulement des opérations. Bon, moi je pense que oui parce que ni tentigu blani adana ani bitontigu olu sembolen ko ala parce que en yɛrɛ ɲɛ b'a la ni sera ɲɛfɛ i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ station videra station libérée la et puis a bɛ ka espace di a bɛ ka bouger yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la a sɔrɔli bɛ ka nɔgɔya o la. U ye organisation min fɔ an bɛ se k'a la tanu k'a barika da ni organisation cogoya ye u y'a fɔ cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka bɔ a cogoya fɛ an bɛ na station na an bɛ essence sɔrɔ nɔgɔya la n b'a fɔ n'a tɛ yen a tɛ se k'a sɔrɔ mais a tant que n'a bɛ yen n'a nana n'an y'an jɔ aran na k'an suit an b'a sɔrɔ facilement mankan t'a la kɛlɛ t'a la et puis min yɛrɛ diyara ne ye ko in na kosɛbɛ u kɛlen ka bidontigiw sen bɔ baara in na o yɛrɛ de baara in yɛrɛ tɔ nɔgɔya an bolo kosɛbɛ parce que fɔlɔ n'i nana station na hali ni essence bɛ yen bidontigiw bɛ na ka na terrain yɛrɛ bɛɛ ɲagami mɔgɔ tɛ se ka essence sɔrɔ olu t'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw t'a sɔrɔ u bɛ to an bɛ to mankan ɲɔgɔn sama na
finalement faut gérer menaka fo ko ay station datugu mais ni chuga ngonna tiana ma fa alhamdulillah. À travers d'autres témoignages recueillis sur place, on apprend également que certaines stations appliquent désormais des limites de prix. Pour les voitures, le plafond varie entre 15 et 20 000 francs CFA, tandis que les motos ne peuvent pas dépasser 2 000 francs à la pompe. Une disposition qui, selon les gérants, permet de servir un plus grand nombre de clients dans un contexte de forte demande. Chaque 2 novembre, le monde commémore la journée internationale pour la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Une date qui prend tout son sens au Mali, pays marqué par plusieurs assassinats et disparitions de professionnels des médias restés impunis. Cette journée rappelle qu'aucune liberté de la presse n'est possible sans justice pour ceux qui informent, souvent au péril de leur vie. Aminata Keïta. La journée du 2 novembre a été instituée par l'Organisation des Nations Unies en 2013 en mémoire des 2 journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal. Selon l'UNESCO et Reporters sans frontières, le taux mondial d'impunité pour les crimes contre les journalistes est extrêmement élevé, caractérisé par une intensification des attaques à leur encontre, notamment dans les zones de conflit où se concentre la moitié des meurtres de journalistes enregistrés. Entre 2006 et 2025, plus de 1800 journalistes ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier et près de 9 cas sur 10 demeurent impunis. Au Mali, ici, la lutte contre l'impunité faite aux journalistes dans l'exercice de leur profession est une situation un peu délicate. Si je dis délicate, le tableau il est un peu sombre par rapport à cela. Parce que quand des journalistes peuvent disparaître dans un pays, dans un état de droit, et comme ça, et que des années et des années, on a du mal vraiment à avoir des nouvelles de ces personnes-là, ou ceux d'ailleurs même qui sont assassinés, on a des preuves qu'ils sont assassinés, on a du mal vraiment à traquer, en tout cas, ceux qui sont responsables de cette situation, de ce drame-là. C'est quand même écœurant. En Afrique où les conflits armés, les coups d'État et les zones d'instabilité se multiplient, le défi est particulièrement aigu. Selon le rapport de Reporters sans frontières sur la région du Sahel, entre 2013 et 2023 au Mali, au moins 3 journalistes ont été tués, 1 enlevé et plusieurs autres victimes d'agressions, disparitions ou détentions. Toujours selon RSF, des journalistes maliens sont soumis à des menaces extrêmement graves, notamment après la couverture d'enquêtes sur des sujets sensibles. Effectivement, nous sommes dans un régime d'exception. Et qui parle de régime d'exception doit aussi comprendre que la liberté d'expression ne peut pas être, en tout cas, évaluée comme si on est dans un régime normal. Il faut le comprendre cela aussi. Et puis nous sommes dans une situation où la crise elle est multidimensionnelle. Il y a plusieurs facteurs qui se sont réunis chez nous ici, qui font que les journalistes, en tant que journaliste lui-même, je ne dirais pas l'autocensure, mais il doit faire en sorte qu'il puisse quand même exercer la profession vraiment dans la quiétude, parce qu'on est journaliste. On est journaliste parce qu'on est vivant. L'édition de cette année met en lumière les menaces auxquelles les femmes journalistes sont confrontées dans l'espace numérique. Selon l'ONU, les femmes journalistes sont de plus en plus exposées à des menaces alimentées par l'intelligence artificielle qu'elle a nommées violences sexistes facilitées par la technologie. L'étude de l'UNESCO The Chilling 2021 a révélé que 73% des femmes journalistes avaient subi des menaces en ligne et qu'1 sur 4 avait été victime d'agressions hors ligne. Selon Reporters sans frontières, du début de l'année 2025 à nos jours, dans le monde, 52 journalistes ont été tués, 93 sont portés disparus, 51 sont en otage et plus de 508 sont détenus à travers le monde. Ce samedi 1er novembre 2025, le Musée national a vibré au rythme du lancement du Mali Mode Show, une cérémonie d'ouverture qui marque le début d'un mois entièrement dédié à la création, à la mode et au talent africain. Diane Bassamaki. Créé en 2018, le Mali Mode Show s'est vu un événement qui ambitionne de positionner Bamako comme une capitale incontournable de la mode africaine. Sur les tapis rouges, stylistes, mannequins, créateurs et invités d'honneur se sont retrouvés autour des mêmes idéaux, faire rayonner la mode africaine. Les objectifs majeurs de cette édition sont simples et puissants. Célébrer, transmettre et depuis quelques jours résister. Célébrer les icônes et les œuvres qui ont façonné notre histoire pour mieux s'en inspirer. Transmettre nos patrimoines avec fierté. Les valoriser, c'est affirmer une identité, mais aussi les faire vivre autrement dans un esprit de création contemporaine et libre.
D'une simple soirée de défilé, le Mali Mode Show est devenu un espace de promotion économique, une plateforme pour connecter les acteurs de la mode avec les investisseurs et valoriser les savoir-faire locaux. Et je pense que c'est l'art qui nous permet de nous lier, de nous relier, et c'est l'art qui nous permet de se projeter. Et je pense qu'aujourd'hui, les cultures sont en résistance. Sur scène, le spectacle est total entre défilés futuristes, danse traditionnelle et présentation des collections inédites. La soirée d'ouverture a offert un panorama saisissant de la créativité. Le Mali Mode Show, c'est une initiative vraiment salutaire et ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui au musée pour l'ouverture officielle malgré le contexte actuel du pays. C'est pour redonner vraiment l'espoir, le sourire au peuple malien. Et le peuple malien doit résister et nous résistons à travers la culture, à travers tout. Les thèmes retenus cette année, incarner l'héritage, invite les créateurs à célébrer leur patrimoine, à les mettre au cœur du récit, mais surtout à les réinventer dans une perspective contemporaine. L'objectif pour nous, c'est vraiment de créer tout un mois d'animation à Bamako pour montrer que malgré toutes les crises en tout cas que traverse le pays, que le Mali reste fort, que le Mali reste une terre d'inspiration et surtout que le Mali reste une terre d'art et de culture et de savoir-faire. Entre tradition et modernité, les Mali Mode Show 2025 s'impose comme une vitrine du savoir-faire malien et africain, un symbole d'espoir, d'audace et de renaissance culturelle. Direction la Côte d'Ivoire, les réactions se multiplient après l'élection présidentielle du 25 octobre, au terme de laquelle le président Alassane Ouattara a été réélu dès le premier tour avec 89,77% des suffrages. Selon les résultats provisoires, la CEDEAO salue un scrutin jugé apaisé, tandis que l'Union africaine a adressé ses félicitations au chef de l'État ivoirien pour ce 4e mandat, Assetou Boari. En Côte d'Ivoire, sur plus de 4 millions de suffrages exprimés, le président sortant Alassane Ouattara, qui briguait en 4e quinquennat, a obtenu plus de 3 millions de voix, soit 89,77% lors de l'élection présidentielle du 25 octobre. Loin derrière, Jean-Louis Billon a recueilli 3,09% des voix et Simone Gbagbo avec 2,42%, selon les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale indépendante. Dans un communiqué ce dimanche 2 novembre, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a salué le caractère apaisé de cette élection, tout en appelant au respect de la loi dans l'attente des résultats définitifs. Selon elle, ce scrutin témoigne de la maturité et du patriotisme du peuple et de la classe politique, ainsi que de l'efficacité des institutions républicaines de Côte d'Ivoire. Quant au président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, il prend acte de l'annonce de ses résultats provisoires et adresse ses félicitations à Alassane Ouattara pour sa réélection dès le premier tour du scrutin pour un 4e mandat. Il salue en outre la contribution constante de la Côte d'Ivoire aux efforts régionaux de paix et de sécurité. Il réaffirme la volonté de l'Union africaine à continuer d'œuvrer aux côtés des autorités ivoiriennes pour la promotion d'une région pacifique et prospère. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel avait en effet rejeté les candidatures de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam, qui réclamaient une alternance politique. Laurent Gbagbo a d'ailleurs qualifié ce scrutin de coup d'État et de braquage électoral. Sport et en bref, la 36e édition du Tour cycliste international du Faso s'est clôturée ce dimanche 2 novembre à Ouagadougou. Le Burkinabé Paul Daoumount s'est imposé pour la 2e fois consécutive à l'issue de la 10e et dernière étape courue entre Saponé et Ouagadougou. Une étape qui s'est déroulée en présence du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette compétition, dont le départ avait été donné le 24 octobre dernier, a réuni 12 équipes de 10 pays, dont la Belgique, le Maroc et les pays de l'UEMOA. Derrière le Burkina Faso, vainqueur de l'édition, se classe le Maroc à la 2e place, la Belgique en 3e position et le Mali à la 4e place. Football, ce lundi 3 novembre s'ouvre au Qatar la Coupe du monde masculine des moins de 17 ans. 10 nations africaines prennent part à la compétition grâce à leur qualification. Nous faisons focus sur ces sélections avec Assetou Koulibaly. Le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Égypte, l'Ouganda, le Maroc, la Zambie, l'Afrique du Sud et le Burkina Faso représentent le continent africain pour ce mondial U17 qui s'est ouvert ce lundi au Qatar.
Une présence prometteuse pour l'Afrique, bien décidée à s'imposer dans cette édition élargie. Pour la première fois, 48 équipes sont engagées contre 24 lors de la précédente édition disputée en Indonésie. Les 10 représentants africains suscitent beaucoup d'espoir selon plusieurs analystes sportifs. Il y a le Maroc qui fait aujourd'hui incontestablement partie des meilleures sélections mondiales, moi je ne dirais pas africaines, que ce soit au niveau des seniors, des cadets. Vraiment le football marocain est en train d'émerveiller le monde entier par les résultats. Le Mali aussi n'est pas mal, hein. Le Mali au niveau des catégories d'âge a toujours eu de très bons résultats. On se souvient, lors de la dernière Coupe du Monde, le Mali a terminé 3e. Je pense que toutes ces équipes peuvent prétendre au moins au podium parce qu'au niveau des catégories d'âge, il n'y a pas de hiérarchie préétablie. Lors de cette édition, le public sportif pourra compter sur des habitués de la Coupe du Monde U17 à l'image du Mali ou encore du Maroc. Pour M. Tunkara, l'équipe malienne cherchera à faire mieux que l'édition 2023 où elle a fini 3e, forte de son expérience et de sa régularité sur la scène internationale. Donc cette fois-ci, le Mali vise, comme l'a dit le sélectionneur national Adama Diéfla Diallo, il l'a dit clairement, il dit que son objectif de faire autant sinon mieux que lors de la précédente édition. Et je pense que l'équipe a les moyens, sans minimiser les adversaires, hein, l'équipe a les moyens. Et ensuite, elle a fait une très bonne préparation aux Émirats Arabes Unis où elle a fait près une dizaine de jours de préparation. Je pense que pour une fois, on ne peut pas dire que la préparation n'a pas été bonne. Et déjà, en tout cas, les échos qui viennent des Émirats Arabes Unis montrent clairement que, aussi bien du côté du staff technique que du côté des joueurs, tout le monde est satisfait de la préparation. Nous sommes dans une poule, à mon avis, abordable qui est composée de la Nouvelle-Zélande, de l'Autriche et de l'Arabie Saoudite. Je pense que on ne pouvait pas, je ne minimise pas les adversaires, mais je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux pour le tirage au sort. Au total, 8 matchs se sont disputés ce lundi pour l'ouverture du tournoi. Quant aux cadets maliens logés dans le groupe L, ils feront leur entrée en lice le 5 novembre face à la Nouvelle-Zélande. Bonne chance donc et vivement le 5 novembre. Point final sur 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir et à demain.